C'est vrai que c'est quand même plus relaxant de venir ici. Le fait de ne pas avoir à mettre son vélo dans le parc à vélo la veille de course, je sais qu'il y en a qui le font, mais un départ à 9h30 du matin, c'est royal parce que là, franchement, les réveils à 4h du matin, à essayer t'essayes de manger le plus possible, mais à 4h du matin, t'as pas faim. Ouais, donc là, c'est quand même un peu plus... Toute l'ambiance est plus relâchée. Et puis, ouais, c'est pas l'objectif de ma saison. L'Alpe d'Huez, l'orga, il le sait très bien. Du coup, en termes de stress ou de pression d'objectif, c'est pas ça. Enfin, c'est un tout petit staff, hein. C'est pas une grosse équipe. C'est maintenant ma femme Florie qui, au quotidien... doit m'encourager ou me dire d'arrêter quand je pleure sur le home trainer. Ça arrive bien trop souvent malheureusement, mais quoique j'ai pas beaucoup pleuré à l'entraînement là sur ces derniers mois, donc soit ça se passe mieux, soit je suis pas en train de me pousser assez dans mes retranchements, je sais pas trop. 5e saison je crois sur le long. Ouais, je sens que je suis fatigué quand même. Ça s'est beaucoup enchaîné et puis en fait tout est allé très très vite. De gagner en Embrun et l'Ironman de Majorque dans ma première saison, c'était... ouais, il y en a qui passent toute leur carrière à essayer d'avoir ce genre de résultat, donc... Salut à tous et bienvenue sur le podcast Loop sur l'endurance. Aujourd'hui, je retrouve un athlète qu'on ne présente presque plus dans le monde du triathlon longue distance. T'as brillé à Kona, t'es maintenant redoutable sur le circuit Ironman, mais t'aimes aussi les courses un petit peu différentes comme l'Alpe d'Huez. On se retrouve quelques heures avant ton départ. J'ai envie de ressentir tout ça avec toi. Un grand merci Léon pour ton temps. Comment tu te sens quelques heures avant ce triathlon de l'Alpe d'Huez ? Merci de m'accueillir encore à nouveau. On a un peu plus d'espace que l'année dernière. Non, il y a 2 ans, on était dans un petit van. Là, on est bien confort. Avant un triathlon et avant l'Alpe d'Huez, il y a toujours un petit peu d'appréhension. En plus, là, on va en parler, j'ai eu une saison très chargée jusqu'à maintenant. J'ai couru il y a moins de 10 jours, je crois, à Lake Placid, à New York. Donc, on m'a demandé pas mal de fois aujourd'hui, t'es en forme, tu sens comment ? Non, je suis pas, je suis pas vraiment en forme, je suis pas vraiment très frais, mais l'Alpe d'Huez, c'est une course que j'ai fait depuis des années, même en tant que junior sur le M. Et au final, je dirais pas que c'est une des courses qui m'a forgé, mais c'est une des courses où j'ai appris à avoir confiance en moi. La première année en 2021 avec Clément Mignon, quand on fait 1 et 2, à s'envoyer des gros sacs dans l'Alpe du Grand Serre et tout. Donc ouais, c'est un plaisir de revenir à chaque fois. L'organisation est vraiment top et ça reste quand même une ambiance un peu plus relâchée. Voilà, on avait le briefing ce matin, on a des viennoiseries. C'est une ambiance qui est super détendue et du coup au final, c'est-à-dire que le jour de course, si tu as une bonne journée, une bonne course, super. Et en même temps, si ça se passe mal, comme c'était le cas pour moi en 2023 où j'étais malade, j'étais complètement rincé, et au final c'est quand même une bonne journée d'entraînement et ça fait toujours plaisir de venir sur le village, de revoir tout le monde, et c'est un petit peu le Kona de la France, le triathlon d'Alpe d'Huez, avec tout le monde qui court en trifonction à 6h du matin. Donc c'est assez rigolo de revenir quand on peut. Ouais, trop cool. En tout cas, on va essayer de revenir un petit peu là-dessus. Comme tu disais, ta saison aussi, 10 jours, tu es en train de faire un full. Il y a le décalage horaire, un petit peu tous ces sujets qu'on avait en off. Si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, quand on a enregistré déjà ensemble dans le cadre de l'Alpe d'Huez, tu prenais plutôt cette course dans le cadre d'un stage que tu faisais en altitude. Est-ce que là, c'est un petit peu le même concept ? Tu vas rester quelques temps ici, ou alors tu viens juste vraiment profiter de cette ambiance, redécouvrir cet univers que tu aimes tant tous les ans ? Alors non, je reviens aussi un peu en phase de préparation. Dans ma tête, demain, c'est la première séance du bloc d'entraînement pour Nice. Okay. On est arrivé là, il y a 2 jours, dimanche soir. Et mon coach m'a dit, après Placide, l'idée de la semaine après Lake Placid, c'était vraiment, on va se dire, on va rien faire cette semaine. L'idée, si je peux rester un petit peu actif pour éviter de trop m'engourdir, top. Mais en termes d'entraînement, on va pas vraiment la compter. Donc c'était l'opportunité de faire le déplacement pour venir ici dans les Alpes, et on va rester là, à l'Alpe d'Huez cette semaine, et après on part en Maurienne jusqu'à la course à Nice en septembre. Okay. Donc c'est l'opportunité de venir une semaine plus tôt, de faire une séance avec des ravitaux, et surtout aussi, je suis aussi inscrit sur le M, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah, t'enchaînes les deux. Ouais, mais l'idée c'est de faire de natation en situation de course. Il y a toujours des très bons nageurs qui viennent là sur l'Alpe d'Huez, donc même si jeudi sur le M,
c'est juste histoire d'aller à fond que sur la natation, et ben ce sera déjà un peu plus d'expérience avant les championnats du monde en septembre. Tout à l'heure, on recevait Stéphane Garcia aussi qui nous partageait un petit peu son expérience de l'autre côté, avec tous ces amateurs, les professionnels. Et là, tu nous dis, voilà, tu vas faire le L, tu vas faire le M. Et moi, je me dis, mais déjà, il y a 10 jours, et on en reparlera après, ta saison, tu es quand même très fatigué. Comment, toi, tu abordes ces courses-là, malgré tout, même si tu n'es pas dans un grand jour on ne se rend pas compte, tu vois, les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, c'est des gens, ça va représenter vraiment le défi de l'année pour eux, l'Alpe d'Huez. Toi, quoi qu'il arrive, si tu n'es pas dans une grande forme, tu sais que tu vas aller jusqu'au bout de la course avec, entre guillemets, facilité. Jamais de facilité, hein, parce que du coup 2023 j'ai fait, quand j'étais complètement cramé, la montée de l'Alpe d'Huez a paru vraiment interminable. Mais c'est vrai que j'ai la chance, je pense qu'on en avait parlé il y a 2 ans, que j'ai la chance entre guillemets de pouvoir faire les montées à la vitesse un peu que je choisis. En plus maintenant avec les développements qu'on peut retrouver, même si j'ai peut-être un grand plateau à l'avant, à l'arrière on peut quand même avoir du 34 dents, et au final les rapports sont très faciles, et au final je crois que le vélo du coup c'est environ 4 heures. Moi une sortie longue ça peut être 6-7 heures en montagne, et du coup là c'est vrai que si je fais baisser l'intensité, et ben au final je sais que je peux arriver à l'arrivée de, j'irai pas sans problème, mais je suis sûr de pouvoir rallier l'arrivée. Et puis l'Alpe d'Huez c'est un petit peu comme un Ironman en termes de natation et vélo, mais la course à pied elle est quand même bien plus courte. Il y a quoi, il y a 1 heure de course à pied par rapport à un marathon, ça n'a rien à voir, donc c'est un petit peu comme faire un full, mais sans sans la fatigue du marathon complet. Donc c'est pas mal pour prendre des repères sur le vélo, et voir comment on sent au début de course à pied. Mais bon, en plus, oui, c'est un parcours que je connais bien maintenant. Mais maintenant, on commence, la course, elle démarre vraiment dès l'Alpe du Grand Serre. Je sais que Romain Guillaume, quand il m'en parlait, il a gagné, je crois que c'était en 2019, hein, avant le Covid. Et il me disait, ouais, la course, c'est une course d'attente jusqu'au pied de l'Alpe d'Huez. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment une course dès le début. Et on ramasse les morts dans l'Alpe d'Huez. Donc c'est histoire de ne pas craquer. Donc voilà, si je craque, bah, j'ai mieux fait de rentrer en tournant les jambes facilement que d'attendre la voiture balai qui sera encore beaucoup plus loin. Non, clairement. Et puis, quand tu parles de ce triathlon de l'Alpe d'Huez, tu dis on est venu, on va voir, on va passer quelques temps en altitude. Ça me fait, pour ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, ou alors pour ceux qui nous écoutent, je vois en même temps ton t-shirt avec Poppy. Je vois qu'il est aussi au fond de la salle avec ta femme. Tu l'abordes comment? Est-ce qu'il y a une ambiance différente par rapport à d'autres courses maintenant? J'ai envie de dire, je ne sais pas si je pouvais te poser cette question, malgré tout, j'ai envie de dire un petit peu oui. Il y a 2 ans, tu voyageais déjà un petit peu partout dans le monde pour faire des courses. Aujourd'hui, pour être la semaine dernière aux États-Unis, il y a un mois dans un autre pays, comment tu te sens ici? Est-ce que l'atmosphère est différente? Est-ce que tu sens que ton public est là aussi? C'est vrai que c'est quand même plus relaxant de venir ici. Le fait de ne pas avoir à mettre son vélo dans le parc à vélo la veille de course, je sais qu'il y en a qui le font, mais c'est un départ à 9h30 du matin, c'est royal, parce que là franchement les réveils à 4h du matin, à essayer de, en plus avoir un Ironman, tu essayes de manger le plus possible, mais à 4h du matin t'as pas faim. Donc là c'est quand même un peu plus, c'est toute l'ambiance est plus relâchée, et puis oui, c'est pas l'objectif de ma saison. Je sais, enfin, l'Alpe d'Huez, l'orga, il le sait très bien. Et du coup, en termes de stress ou de pression d'objectif, c'est pas ça. Je pense que j'ai montré là sur les dernières saisons que j'étais prêt à m'aligner sur des courses, même si le résultat à la fin était pas forcément garanti. J'étais à Nice là, il y a un mois où, pareil, l'idée c'était de prendre des repères pour les championnats du monde en septembre. Donc je pense que tant que je continue à être bon sur les championnats du monde, ça va. Mais de venir là, de voyager du coup en famille, c'est top. C'est vrai que quand on se déplace à l'étranger, c'est vrai qu'un voyage à Lake Placid, où du coup en termes d'investissement financier aussi, en termes d'énergie, de temps, tu dis que le jour de course, tu as intérêt à que le résultat suive, alors que là, de venir, tu dis c'est juste une partie, enfin une autre journée dans ton stage de prépa pour les championnats du monde. Du coup, en termes de pression, c'est quand même
moindre et ça permet, je pense, de prendre peut-être un peu plus de plaisir le jour de la course et ouais, des fois le résultat il suit comme ça. Bah clairement, on essaiera de voir ça demain sur cette performance et ça fait un petit peu le lien avec la question que j'avais envie de te poser par la suite, c'est comment on construit une saison quand les performances, les résultats, tout vient depuis quelques années, que tu es en train de construire ce projet de professionnalisation. Finalement, cette saison 2025, elle est quand même assez chargée. Est-ce que tu peux revenir dessus un petit peu sur tes choix? Ça m'a fait très rire parce qu'en même temps que je préparais le podcast, je vois une de tes stories, il me semble, sur Instagram où tu dis ce serait peut-être bien d'arrêter le classement Pro Series maintenant parce que tu es en tête de ce classement-là. L'année dernière, tu étais sur Tessan. Cette année, il me semble que tu n'as pas pris part au circuit Tessan. Comment tu peux nous, en tant qu'amateurs, pour les auditeurs et les auditrices qui te suivent de près ou de loin, comment toi tu structures cette saison-là? Ça arrive quand et quels ont été un petit peu tes choix? Alors, c'est une saison. J'aimerais pouvoir dire que je construis pas juste une saison, mais plus sur le long terme, une carrière complète. Mais après, je suis pas dans la position peut-être financière d'un Sam Laidlaw où je sais que Sam, il a commencé, voilà, quand il avait 3 ans, il a dit il allait être champion du monde Ironman. Moi, à 3 ans, je voulais encore, je sais pas, être footballeur ou skieur ou un truc comme ça. Mais du coup, j'essaye de plus en plus et ça, j'ai la chance de pouvoir le faire maintenant avec des sponsors qui me suivent depuis plusieurs années et parce que bon, à la fin du compte, ça reste un métier. Il faut que on a une maison avec un prêt immobilier. Faut qu'il y ait de l'électricité dans les prises, etc. Donc il faut quand même que financièrement ça marche. Donc j'ai pu ces dernières années plus me focaliser sur un gros objectif de l'année, les championnats du monde. Et pour l'instant, à chaque fois, il y a un résultat qui est venu à la clé, donc c'était top. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu l'opportunité avec le Tessan. C'était la première fois au fait où les athlètes étaient payés pour prendre part à un circuit plutôt que juste être payés avec les primes de course. Ouais. Donc pour nous, c'était une façon d'avoir un revenu qui était garanti en début d'année. Et en plus de ça, c'était un format de course qui me correspond pas forcément, mais c'était l'opportunité de me concentrer un petit peu plus sur la natation ou d'essayer quelque chose de différent. Et je me disais, bon, si je fais pas cette première année sur le Tessan, mon classement mondial de la fin de l'année me permettra pas forcément d'y accéder en 2025. Donc c'était un petit peu le moment ou jamais. D'accord. Et donc c'était l'opportunité de faire quelque chose de différent. Et c'est vrai que du coup on a couru à Singapour, à Dubaï, à Miami, donc des destinations qui étaient super intéressantes. Ça a été l'opportunité de voir la machine Tessan commencer à se mettre en route. Et puis ensuite cette année, je savais que de toute façon, j'étais même pas qualifié pour un contrat Tessan. Je crois que il m'aurait peut-être proposé si j'avais vraiment demandé et que d'autres gars avaient refusé. Mais je pense que clairement, j'avais vu comment s'était déroulée la Pro Series en 2024. Et Ironman, ça reste là où je perche le plus. Et c'est vraiment ce qui est le Graal, ça reste les championnats du monde Ironman. Et du coup, l'objectif cette année, il était double. C'était la Pro Series qui est très bien bonifié, mais pour ça, il faut quand même bien scorer sur les différentes courses. Ouais. Et donc voilà, l'objectif, c'était de préparer en début de saison l'Ironman d'Afrique du Sud. Et ensuite, après, j'allais faire quoi? Non, Lake Placid, ça allait toujours être dans le calendrier. Mais en tombant malade, avec 2 jours de la course en Afrique du Sud, ça a un petit peu mis un bâton dans les roues à la saison. Et depuis, c'est un petit peu, je joue au rattrapage parce que je voulais quand même rester bien placé dans la Pro Series. Et pour cela, il fallait vraiment que j'améliore mon score de l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'on est allé au Texas, qui était, je crois, 4 semaines après l'Afrique du Sud. Ouais. On s'est dit qu'au départ, j'allais faire le 70.3 de Saint-Georges, mais refaire encore un aller-retour aux États-Unis, c'était peut-être un peu trop. Donc, on est allé à Aix-en-Provence. Mais au final, j'ai fait beaucoup de courses cette année à moitié en forme parce que j'ai pas eu la grande période d'habitude. J'ai entre 12 et 16 semaines de préparation pour un full. Alors que là, par exemple, Lake Placid, je l'ai fait avec... j'ai fait 4 semaines en Andorre, puis 1 semaine à Nice. Et ensuite, j'ai fait la course à Swansea le week-end avant Placid. Ouais. Donc, voilà, mes données à Placid, j'ai fait un de mes meilleurs vélos en termes de puissance normalisée que j'ai
sur le Garmin, et ben c'est ce que j'ai fait de mieux. Donc c'est clairement je progresse encore, mais en termes de la préparation, ben j'étais peut-être à 60% de ma préparation complète, et l'idée c'était vraiment d'utiliser Lake Placid comme un objectif intermédiaire pour la prépa pour Nice. Et donc là je compte vraiment les 6-7 prochaines semaines espérer d'avoir un peu de régularité à l'entraînement et de pouvoir vraiment arriver en forme en septembre. Et l'objectif, voilà, ça reste quand même les championnats du monde. C'est vrai qu'en plus, ces championnats du monde cette année sont un petit peu plus tôt que d'habitude finalement. Et de courir après ces circuits, que ce soit Tessan, que ce soit aussi Ironman, on en parle assez souvent, on débat là-dessus. Et tout à l'heure, par exemple encore avec l'épisode de Stéphane Garcia que j'ai enregistré juste avant avec toi, c'est pour ça que c'est assez frais. Je débattais sur tous ces, on va dire, ces nouveaux circuits qui existent et qui poussent les athlètes professionnels à courir de plus en plus. Et comme tu le dis, il y a quand même l'aspect financier qui est intéressant dans tous ces circuits. Mais aujourd'hui, toi, dans l'approche de l'entraînement, tu trouves que ça a un vrai impact de devoir courir beaucoup plus qu'avant? Est-ce que tu le ressens? Et est-ce que c'est un enjeu sur ta carrière et sur ta saison? Eh ben, c'est vrai que les séries, ça fait que tu te retrouves à courir à des moments où auparavant tu l'aurais pas fait. Parce que voilà, la date, elle est là, la course, elle a lieu. Et il faut que tu la fasses, que ce soit de manière contractuelle avec le Tessan ou parce que si tu la fais pas avec la Pro Series, eh ben, tu marqueras pas les points et du coup tu seras pas dans le jeu à la fin de l'année. Donc c'est vrai que il faut un petit peu revoir ses attentes aussi, je pense, parce que bon, le niveau sur chaque course a augmenté. Il y a une densité vraiment incroyable et surtout chez les gars en ce moment, en fait, si tu es à quelques pourcents pas à ton meilleur, et ben tu as 3, 4, 10 gars qui peuvent passer devant toi. Les marches sont vraiment très fines. Et du coup, il a fallu que je me recalibre un petit peu. J'ai été chanceux, je dirais, sur mes premières années à gagner autant de courses. Et aujourd'hui, c'est vrai que des fois, une 4e place ou une 2e place, et ben, c'est en termes de performance, ça équivaut à une victoire d'il y a quelques années. Et il faut juste s'habituer à ça. Mais en même temps, si tu veux être dans la série, tu es obligé de courir. Et donc, mentalement, c'est pas forcément simple parce que des fois, tu dis, bah, j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais il faut que je le fasse. Et puis, du coup, bon, cette année, voilà, ça m'a permis de réfléchir un peu à comment je ferais l'année prochaine. Je pense que j'ai appris que j'étais capable d'enchaîner les courses. Donc, peut-être que je me donnerai un petit peu plus de temps pour construire vraiment une base très solide et de ensuite faire 1 ou 2 enchaînements de courses, histoire de marquer des points d'un coup et ensuite repartir sur une longue période de préparation et puis de nouveau faire des courses d'affilée. Alors que c'est vrai qu'auparavant, j'étais plus dans la préparation de 2 gros objectifs, 2 Ironman sur l'année. Et après, j'avais toujours des courses intermédiaires qui venaient toujours s'inscrire dans la préparation. Mais c'était un petit peu au dernier moment, on se disait, bon, ce serait pas trop mal de mettre une course à 5 semaines du gros objectif. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à ah bah mince, il faut que je fasse cette course à une semaine de mon objectif. Et donc, tu te retrouves à devoir la faire. Et, voilà, il y en a pour qui ça marche bien. Christian Hogenhaug, pour l'instant, là, par exemple, en juillet, il a vraiment fait 3 très belles courses, Francfort, Swansea et Lake Placid. Mais bon, il s'est un petit peu troué au Texas en début d'année. Il a un bébé qui arrive en septembre à quelques jours de Nice. Donc c'est vrai que pour lui, il va falloir qu'il perfe à Nice et à Marbella s'il veut bien figurer dans la Pro Series. Donc c'est jamais garanti. C'est pas simple. Mais je pense que pour ceux qui suivent le sport, c'est peut-être intéressant parce qu'il y a toujours des rebondissements. Moi personnellement, d'avoir couru sur la Pro Series, Ironman m'a beaucoup mis en avant. Ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et puis, il faut que j'affine un petit peu aussi la façon dont je fais mes courses parce que les dynamiques de course sont un peu différentes. Donc, c'est une autre façon de courir. Chaque année est un apprentissage. Et d'un point de vue performance pure, j'ai envie de dire, de tout ce qui t'entoure, moi j'appelle souvent ce cercle de la performance, ce triangle de la performance, je veux dire d'un point de vue coaching, nutrition, dans tous ces déplacements, je me dis qui t'entoure dans tout ça, comment ça se structure une carrière et j'ai envie de dire
toute l'évolution qu'il y a autour avec tous ces décalages horaires, ces déplacements en avion, ces hôtels qu'il faut réserver peut-être à droite, à gauche. Comment tu t'es staffé? Est-ce que tu as toujours le même coach? Ça se passe comment un petit peu tout le staff qui t'entoure aujourd'hui? C'est un tout petit staff, hein. C'est pas une grosse équipe. C'est maintenant ma femme Florie qui, au quotidien, doit, doit m'encourager ou me dire d'arrêter quand je pleure sur le home trainer. Ça arrive bien trop souvent, malheureusement, mais quoique j'ai pas beaucoup pleuré à l'entraînement là, sur ces derniers mois. Donc, soit ça se passe mieux, soit je suis pas en train de me pousser assez dans mes retranchements, je sais pas trop. Si les datas sont bonnes en course, c'est bon signe. Donc oui, donc j'ai Florie et puis mon coach Rob Cheatham qui me coach depuis fin 2020, donc on n'a pas eu de changement à ce niveau-là. Après, niveau organisation, c'est entre Florie et moi, on se partage un petit peu les tâches. Je dirais que là où les choses ont changé par rapport à quand j'ai commencé en 2021, financièrement aujourd'hui, je peux me permettre de réserver un petit peu au dernier moment ou de ne pas prendre l'option complètement la moins chère. Et donc, par exemple, à Lake Placid, de toute façon, c'était cher partout pour les logements. Et du coup, on s'est dit, quitte à faire cher, autant prendre quelque chose qui est vraiment sympa. Et c'est vrai que quand on est arrivé sur place, on avait une chambre d'hôtel qui était super jolie, il y avait une piscine, des feux de camp pour faire les marshmallows. C'était un environnement qui était super sympa. Et puis la semaine de course... tu penses pas est-ce que j'achète le burrito ou le café ou quoi, et tu le fais, et au final tu arrives le jour de la course en ayant passé une bonne semaine, en ayant profité du voyage, parce que c'est vrai que si la course se passe mal et que tu as passé une mauvaise semaine en amont, au final tu as passé une semaine pourrie. Donc autant profiter de la semaine, et voilà, si la course se passe bien, tant mieux. Au final, tu as passé une bonne semaine et une bonne course. Alors que si tu as juste un déplacement pourri, tu te dis c'est $5 000 de complètement gaspillé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'en profiter un maximum. Et puis, on a la chance de pouvoir... c'est vrai que cette année, quand j'y pense, on est allé en Afrique du Sud, au Texas, à Lake Placid. On est allé à Nice, en Andorre, à Aix-en-Provence. Ça fait ça fait beaucoup de déplacements. Là, on est tous les deux très fatigués, mais en même temps, en y repensant, on se dit c'est une chance incroyable de pouvoir faire ça. En plus, avec le nouveau job de Florie, elle peut travailler de n'importe où dans le monde, et elle arrive sur les courses, ça marche bien, et donc on peut se suivre. Poppy qui vient dans la voiture, ça ne l'embête pas de faire 15 heures de voiture, elle dort tout du long, donc c'est cool de pouvoir faire ça tous les trois ensemble. Et puis sinon, oui, à la maison aussi, on a notre petit groupe d'entraînement avec Harry, Freddy et Connor. Et on a une bonne ambiance, et on se tire tous les quatre vers le haut. Et c'est vrai que, par exemple, Harry, là, il vient de faire un super mois. Il termine 4e au championnat d'Europe de 70.3. Il gagne la Pro Series de Swansea. Il termine 3e la lead sur Ironman. Donc... ouais, c'est un bon petit environnement, c'est pas très gros comme équipe et on fait beaucoup nous-mêmes. Mais j'ai pareil pour les sponsors aussi, ça fait des années que je suis suivi par Oka, Ed et Cervelo, et du coup, en termes de matériel, c'est vrai que en début, quand tu commences ta carrière, au final, tu as 3 paires de chaussures, tu as un vélo, s'il y a un truc qui va pas, tu as 0 stock. Là, là, je sais que s'il y a un problème, j'ai du rap dans les placards, et du coup, en termes de peace of mind, de tranquillité d'esprit, c'est quand même bien mieux, et du coup je pense que il y a un peu plus de sérénité quand on aborde les courses. Tu parles de matériel et j'ai envie de rebondir un petit peu sur une anecdote, c'est que finalement tu voyages, j'ai envie de dire, partout. Tu as été connu au début pour avoir fait ce fameux Embrunman avec la Rouplaine, l'Alpe d'Huez, donc je vais pas revenir là-dessus justement dans ce podcast, mais la Rouplaine, c'est un petit peu ton ami du quotidien. Et je sais plus si j'avais vu ça sur Insta ou si c'est Florie, quand je l'avais rencontré dans le cadre du travail sur un événement, qui me disait que tu avais oublié ou tu n'étais pas au courant que la Rouplaine était interdite du côté d'Aix-en-Provence. Comment tu fais pour être au courant de tout ça? Comment tu fais pour réagir face à ça? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette anecdote et comment tu réagis aussi? Oui, alors c'est vrai que quand on est arrivé à Aix-en-Provence, j'avais...
j'avais une roue pleine toute neuve que j'avais emmenée spécialement pour le déplacement. J'allais faire Aix-en-Provence, ensuite on partait un mois en Andorre et ensuite je faisais le 70.3 de Nice. Donc l'idée c'était vraiment de prendre des repères pour les championnats du monde à Nice en septembre. Et donc je suis arrivé avec une roue pleine. Le mercredi avant la course, comme à chaque fois, j'ai toujours des embrouilles avec le préventif pour mettre le pneu pour que ça claque, etc. Donc j'avais passé 1 heure au magasin avec le compresseur. Et au final, on avait réussi. J'étais super fier de moi. Et on arrive à Aix-en-Provence après 8 heures de voiture et 3 heures d'embouteillage dans le sud. Et je sais pas, je crois que c'est un ami qui nous envoie une vidéo sur Instagram d'un autre athlète, un gars qui dit ouais, la roue à bâton parfait à l'arrière parce que la roue pleine est interdite à Aix-en-Provence. Et on était littéralement dans le centre-ville d'Aix-en-Provence et on s'est dit mince, parce que du coup on a un peu rapidement téléphoné les gens qu'on connaissait sur place qui ont bien confirmé que au final ça avait jamais été autorisé. Enfin, ça faisait 10 ans que c'était pas autorisé la roue pleine à Aix-en-Provence. Donc bon, après on avait le vélo de route de Flory, donc on avait des roues s'il fallait. Mais bon, je me voyais mal faire la course, une Pro Series sur des roues de 30 mm, qui étaient en plus pas complètement correctes en termes de sponsor. Mais ouais, bah, alors le problème, c'est qu'on avait loupé parce que bah, c'est vrai qu'on avait beaucoup de Pro Series et avant chaque Ironman, on reçoit plusieurs emails de Ironman et il y en a un qui s'appelle la newsletter où il y a les informations avec le numéro de téléphone du directeur de course, l'heure du briefing, ce genre de choses. Et là, je m'étais un petit peu plaint parce que j'étais pas le seul athlète à avoir loupé l'info, mais il y avait écrit que la roue pleine était interdite à cause des rafales de vent ou un truc comme ça. Et c'était pas complètement évident. Bon, bien sûr, c'est ma responsabilité de lire la newsletter, mais comme je l'ai rappelé, on est une petite équipe. On avait aussi notre mariage le week-end après Aix, donc on était un petit peu dispersés, je pense. Et puis, comme c'était la 7e newsletter que je recevais de l'année, je pensais avoir tout savoir. Mais bon, avec de la chance, et ben, heureusement, c'était une course en France. Ouais. Et on connaît beaucoup de personnes. Et voilà, Tom Maisonneuve de Alltrix qui a pu nous mettre en lien avec Watt Distribution qui distribue les roues Aid. Et il se trouve qu'ils avaient la roue, pas lenticulaire, mais quasiment lenticulaire, la Jet 180 de Aid en stock. Et Tom était pas Antibes, si Antibes, au dépôt Watt Distribution, donc il a pu me ramener le lendemain la roue qui était avec le pneu, ils me l'ont installé tubeless et tout, enfin c'était parfait. J'ai récupéré la roue, j'ai pu faire la course et donc j'ai eu énormément de chance de connaître assez de monde, d'être bien entouré par les sponsors, etc. Et donc au final, tout s'est bien passé pour le jour de la course, mais c'est vrai que ça a été un petit peu une bonne leçon de bien lire la newsletter avant chaque course. Ouais. Ah, bah c'est sûr que là, justement, tu nous en parles et je pense que ça fait peut-être aussi partie de tes choix de saison. Tu viens sur l'Alpe d'Huez, tu la connais par cœur. Je pense pas qu'ils vont nous dire roue pleine interdite demain ou des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Justement, cette notion-là de venir toujours à l'Alpe d'Huez, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de Tessan, on parle de Ironman, et on se rend compte qu'il y a quand même cette notion, et au bout d'un moment, il faut être aussi honnête avec ça, c'est la notion financière quand on veut gérer sa carrière, payer les gens qui nous entourent, le coaching, etc. Mais tu as toujours cette envie tous les ans de venir sur l'Alpe d'Huez, alors que ce n'est pas non plus les mêmes enjeux pour eux. Qu'est-ce qui fait que ça te rapproche vraiment tout le temps de cette course? Qu'est-ce qui fait qu'on te voit pratiquement toutes tes saisons finalement sur l'Alpe d'Huez et qu'en plus cette année, tu te dis allez, pourquoi pas en faire deux quoi? Je pense qu'il y a le fait que on vient dans les Alpes de toute façon. Je suis sur place ou à quelques heures de route, donc si on est sur place, autant en profiter, faire au pire des cas, une grosse séance d'intensité avec des routes qui sont pas fermées, mais des routes qui sont contrôlées. Il y a quand même plus de sécurité que si tu étais tout seul et que tu partais. Et puis même tout seul, tu as du mal à faire 4 heures à fond. Là, en plus, tu as des ravitaux avec de l'eau froide et des bidons qui te sont donnés dans la montée. Donc, c'est super bien organisé. Rien qu'au briefing ce matin, des trucs comme
les ravitaux avec des 300 mètres pour les zones de déchets. C'est un truc à chaque briefing d'avant-course chez Ironman ou Tessan, à chaque fois on dit mais rallonger les zones de déchets. Parce qu'à chaque fois il y a 50 mètres après le ravito où il faut que tu aies déjà donné tes déchets. Si tu as récupéré le dernier bidon de la zone de ravito, au final c'est fini. C'est fini et tu te retrouves coincé. En plus avec Ironman, tu n'as plus le droit de mettre les bouteilles dans les trifonctions et tout. Enfin, c'est trop difficile de rester dans les règles sauf si tu t'arrêtes quasiment au ravito. Et malheureusement la course elle s'arrête pas. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très bien faites à l'Alpe d'Huez et en plus de ça, comme on en parlait, c'est une atmosphère qui est relâchée. Le fait de pouvoir juste descendre au lac le matin de la course et de mettre son vélo, c'est comme faire une grosse séance. Et voilà, si ça se passe bien, t'as un peu d'exposition médiatique sur le live, t'as une prime de course, t'es logé pour l'année suivante, etc. Donc si ça se passe bien, il y a plein de points positifs. Et si ça se passe mal, c'est juste une autre journée de passer dans les Alpes à transpirer et à souffrir dans l'école. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, clairement. Et si je dis pas de bêtises, c'est le 3e podcast déjà qu'on enregistre ensemble. Le 2e dans le cadre de l'Alpe d'Huez. Et je voulais prendre justement un moment, un temps d'arrêt. Et je t'ai revenu un petit peu sur tous les échanges qu'on avait eus, sur cette logique où à un moment donné, tu as vraiment eu les études et le triathlon. Désormais, tu as vraiment plus cet aspect triathlon professionnalisé. Il me semble que sur un podcast, tu m'avais déjà dit que tu étais très fier de pouvoir aller voir la banquière et lui demander un prêt pour ta maison. Et tu nous en reparles en introduction de podcast. Si tu devais prendre du recul sur cette carrière, comme tu dis, tu construis une saison, mais tu as vraiment envie de construire cette carrière. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es pleinement satisfait ? Est-ce que il y a des points qui ont changé dans ton approche du sport, dans ton quotidien, dans la fatigue qui peut être présente chez toi ? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tout ça avant de passer sur la suite de la saison et l'ambition future ? Ouais, alors là c'est ma 5e saison, je crois, sur le long. Ouais, je sens que je suis fatigué quand même. Ça s'est beaucoup enchaîné et puis en fait tout est allé très très vite. De gagner en Embrun et l'Ironman de Majorque dans ma première saison, c'était il y en a qui passent toute leur carrière à essayer d'avoir ce genre de résultats. Donc et pareil sur les championnats du monde, j'ai directement eu des bons résultats. Donc d'un côté le problème c'est que là la motivation le prochain truc c'est quoi, c'est podium au championnat du monde ou gagner les championnats du monde. Et c'est un objectif qui est tellement difficile et sur lequel on n'a pas 100% de contrôle parce que de un, je peux pas contrôler la course des autres, je peux que contrôler ce que moi je fais à l'entraînement et ce que je fais le jour de course. Et en plus de ça, le niveau il continue d'augmenter, donc il faut que toi tu progresses plus vite que le sport ne progresse. Donc c'est pas simple. En plus de ça, voilà, avec comme on en parle, les séries, le Tessan, etc. Il y a d'autres objectifs qui viennent peut-être distraire un peu de l'objectif principal qui serait de gagner les championnats du monde. Mais bon, s'il faut aussi en faire son métier et mettre du pain sur la table, il faut quand même aller chercher ces autres objectifs. Donc c'est pas simple. Et j'ai de la chance, je progresse encore à l'entraînement, je pense. J'ai vu encore quand même cette année des séances que je faisais pas avant. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus la nouveauté là. Chaque année les séances se répètent, etc. Et c'est vrai que l'entraînement pour Ironman il est usant. Il n'y a pas de secret, il faut faire des longues heures. Et donc je dirais que là je suis fatigué. Et je pense que la course à Kona l'année dernière, elle m'a rappelé quand même que aller chercher un titre à Kona, c'était pas impossible. Mais bon, au quotidien, avec la fatigue, c'est pas toujours simple de se rappeler qu'il y a cet objectif. Et surtout quand il est encore à 12 ou 10 mois devant nous, c'est pas toujours simple. Donc voilà, on a changé quand même un peu certaines choses au quotidien, d'avoir notre groupe d'entraînement, d'être entre potes, d'être parti là en Andorre pendant un mois, essayer d'apporter un peu de la nouveauté quand même. Et puis je vais essayer de
peut-être voir les choses un petit peu différemment cet hiver, prendre ma hors-saison un peu plus tôt, essayer d'avoir une construction plus longue sur la saison et puis essayer de me recentrer un peu sur mes objectifs, que ce soit des objectifs un peu plus intrinsèques plutôt que des résultats sur lesquels j'ai pas 100% de contrôle. Et me recentrer un peu plus là-dessus pour garder cette motivation et continuer à progresser et surtout prendre du plaisir. C'est vrai que dans sa totalité, sa globalité, on a quand même une super vie et c'est super sympa, mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas toujours simple et il faut parfois prendre du recul, ou alors c'est Florie qui me le rappelle que c'est pas si mal. Et c'est vrai que quand tu viens sur toutes les courses, que ce soit Ironman ou l'Alpe d'Huez, au final, ça reste... surtout quand tu vois ceux qui terminent les finishers en 15-16 heures, tu te dis, à Lake Placid, on rentrait de notre repas d'après-course, il faisait nuit noire et un parcours qui est vraiment difficile, et tu vois ceux qui courent encore, et tu te dis, c'est fort ce que ça représente pour eux. Et du coup, ça met un petit peu en contexte les difficultés que moi je peux avoir peut-être au quotidien, et ça rappelle que ça reste pour énormément de personnes un loisir, un objectif, l'objectif d'une vie parfois, ou alors l'opportunité de refaire sa vie. Donc j'essaye de ne pas perdre de vue ce genre de choses pour essayer de me remotiver sur mes objectifs à moi. Ouais, clairement, c'est vrai que je me rappelle très bien quand on était dans ce fameux van tous les deux il y a 2 ans, où je te disais quel conseil tu pourrais donner à tous ceux qui vont participer à l'Alpe d'Huez pour bien vivre les 21 virages. Et c'est vrai que tu étais un petit peu même déboussolé de la question, parce que tu me disais moi en fait je peux la monter en zone 2 tranquillement, etc. Et c'est vrai que comme tu le dis là, ce que tu nous partages, c'est qu'il y en a, c'est vraiment le défi d'une vie, le défi d'une année, alors que pour toi maintenant c'est devenu presque une normalité de faire un full Ironman. Et je voulais venir justement sur cette question des championnats du monde. C'est la dernière année où ça va être à Nice, en France. Est-ce que toi tu penses que cette course, d'un point de vue profil, elle te correspond plus qu'Hawaï, ou alors c'est plutôt l'inverse? Je pensais au début que Nice me correspondrait plus, mais je pense que j'ai montré que Kona, ça peut aussi me correspondre. Et au final, à Nice en 2023, je suis descendu du vélo avec pas autant d'avance sur le reste de la course que je pensais, et je me suis retrouvé à faire c'est mon meilleur marathon à ce jour. Je me rappelle arriver en T2 ou à la sortie de T2 à me dire va vraiment falloir que tu te dépouilles sur ce marathon si tu veux accrocher un top 10. Je pense que après, quand on voit le top 5 de Nice et de Kona 2023 et 2024, c'est quasiment le même. Donc Ironman a quand même cette capacité à faire en sorte qu'en général, à l'arrivée, c'est ceux qui soit étaient les mieux préparés, soit les plus costauds le jour J. Tu peux pas faire semblant sur un Ironman, et en particulier, Nice, il est dur le parcours, mais à Kona, c'est les conditions qui sont très difficiles, et la vitesse de la course. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde qui fait moins de 4h10 sur le vélo, ça veut dire que tu peux pas te permettre de pas aller fort à vélo, et la natation qui se fait à fond, etc. Donc de toute façon, je pense que c'est notre métier même si le parcours ne correspond pas, c'est à nous de faire en sorte qu'on corresponde au parcours du mieux possible. Et du coup, c'est pour ça que je viens dans les Alpes là pendant cette semaine avant la course. On va essayer un petit peu en termes de prépa à l'entraînement, d'aller, plutôt que faire un effort de 4 heures plus régulier, ou un intervalle de puissance plus restreint comme on peut le voir à Kona, d'avoir un peu plus cette capacité à aller bien plus fort dans les montées à Nice, et d'utiliser la descente à la fin comme vraie récupération pour le marathon. Mais bon, à la fin, il n'y aura pas de secret. Si je ne suis pas bien préparé, ou si je suis trop cramé,
je ferai pas une bonne course et ce sera comme ça. Mais bon, je suis qualifié pour les championnats du monde 70.3 de 2026 qui auront lieu à Nice. Ouais. Donc c'est quand même pas tout à fait la fin des championnats du monde en France. Non, clairement, c'est sûr qu'en plus ils nous ont annoncé maintenant 2028 et 2030, j'ai toujours pas compris si c'était vraiment validé. C'est ce qu'on nous a dit à Nice, qu'il y avait, il y aura cette alternance, il me semble, jusqu'à 2030. Bon bah écoute, on aura l'occasion de se recroiser. Et si on parle de la suite, c'est vrai qu'on est déjà fin juillet et depuis le début de notre échange, et c'est vrai que je me rends compte que finalement là c'est la 3e fois qu'on échange et que le sport évolue très très vite. Tu fais que de faire ce constat, j'ai l'impression, depuis le début du podcast, sur l'évolution du niveau, sur l'évolution des différents circuits, etc. Là on est fin juillet, ta saison elle a commencé quand même assez tôt. Elles finissent assez tard. Quel est ton choix, toi, sur après les championnats du monde? Est-ce que tu vas repartir sur une compétition pour aller chercher un slot? Quelle est un petit peu la structuration, de par les enseignements que tu me disais que tu as tirés sur cette année, pour aller construire ta saison 2026? Eh non, là on se disait, je pense qu'en rentrant de Lake Placid, on prenait vraiment conscience de la fatigue engendrée, du peu de temps qu'on a passé à la maison. On était à la maison là, 5 jours et tu voulais acheter cette maison et tu y es même pas. Ouais, et après c'est un super signe qu'on est triste de pas être à la maison, c'est-à-dire qu'on se sent bien là-bas. Mais donc là on s'est dit on va sûrement arrêter la saison après Nice. Okay. Je suis pas qualifié pour les championnats du monde de 70.3 à Marbella, donc la question se pose même pas. La question c'était plutôt est-ce que j'essaye de récupérer un slot pour Kona 2026, est-ce que j'essaye de récupérer un slot en avance, parce que c'est vrai que l'année dernière d'aller à Cozumel et de récupérer mon slot, ça m'a permis d'avoir cette flexibilité en 2025, de pouvoir faire des courses Pro Series où je me préoccupais pas du résultat de place à la fin, parce que j'avais déjà mon slot. Je pouvais juste me préoccuper de la perte de temps sur le circuit. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de... Si j'avais pas eu le slot à Cozumel, je pense que cette saison... on l'aurait choisi un petit peu différemment, mais bon, au final à Lake Placid, je l'aurais eu mon slot si j'avais pas eu, mais d'arriver mi-juin sans avoir de slot pour les mondes, quand même c'est un petit peu trop serré pour moi, donc on va faire le pari de récupérer un slot l'année prochaine sur une des courses au championnat du monde. Idéalement, c'est vrai que si je gagne en septembre, c'est vrai que la question se posera même pas, mais au moins, c'est vrai que l'année dernière, j'avais le T100 de Dubaï fin novembre qu'il fallait que je fasse contractuellement. Donc, c'était plutôt une question, à une semaine près, si je rallonge ma saison, que je vais à Cozumel, que je loue un scooter et que je passe du temps sur la plage, si je fais une bonne course, je peux récupérer mon slot. Ça, c'était bien passé. En plus, il y avait eu 5 slots l'année dernière, donc c'était vraiment un objectif qui paraissait faisable. Et surtout, avec la perf de Kona, je me disais, même à 80%... ça peut le faire quand même. C'est vrai que si je sors un vélo, et c'est ce qui s'était passé avec Bart Ernutz, on s'était retrouvé à T2 avec une avance très confortable sur le reste de la course, donc c'était un petit peu garanti pour le slot. Mais bon, il faut quand même aller faire le full, et les conditions là-bas sont difficiles. Et c'est vrai que j'ai peut-être perdu un peu de vue la difficulté d'un Ironman, et c'est vrai que jusqu'en 2019-2020, quand j'étais sur le circuit court, et que je me disais je vais courir 30-40 minutes, c'était déjà un bon footing, alors qu'aujourd'hui c'est vrai que je me pose même pas la question de sortir si c'est pour moins d'une heure, parce que je me dis ça sert à quoi. Donc il faut que je revoie un petit peu des fois là où se trouve ma perspective, ou prendre un pas de recul et me dire que quand même un Ironman ça fait mal aux dents et ça prend du temps à récupérer. Et clairement, et ça va être ma dernière question pour essayer de conclure ce podcast et ton évolution, c'est que on vient de parler, on vient de débattre un petit peu sur est-ce qu'il y aura encore les championnats du monde en 2030 à Nice. Finalement, à 5 ans, tu te vois où sur ce circuit? Tu imagines un petit peu comment le sport sous ses différents angles? Je vais avoir 29 ans là en octobre, donc je suis plus tout jeune. C'est vrai que quand j'ai démarré, c'est vrai qu'à l'époque, c'était encore jeune pour se lancer sur full. Et c'est vrai que peut-être qu'avec
C'est vrai qu'à 29 ans, peut-être en 2018, c'était encore assez jeune pour Ironman, mais aujourd'hui, quand on voit les gars qui sont sur les start lists, et ben non, je suis vraiment dans la moyenne, voire peut-être des fois la moyenne élevée. Et c'est vrai que j'ai de l'expérience aujourd'hui, donc je peux plus jouer la carte du rookie. Mais bon, on voit du coup certains athlètes 42 ans encore être sur le circuit, donc ça me donne encore peut-être 13-14 saisons. Donc ouais, d'un côté, je me dis, c'est vrai que des fois, à l'entraînement, j'ai envie de prendre ma retraite. Ça, c'est clair et net. Avec la fatigue, des fois, on veut vraiment que tout s'arrête. Mais d'un autre côté, c'est vrai que je me dis que si j'arrêtais maintenant, j'aurais des regrets, je pense, parce que voilà, notre objectif avec Flory, c'est quand même de se dire on va tout donner pour que j'arrive sur un championnat du monde dans les meilleures dispositions et me donner les meilleures chances de gagner un titre mondial. Après, c'est pas garanti de gagner, bien sûr, mais de se dire qu'on a vraiment tout fait, que ce soit au niveau matériel, niveau régularité de l'entraînement dans la prépa, que ce soit avec d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé, etc., de se dire on a vraiment tout fait et de ne pas avoir de regrets à ce niveau-là. Et d'un côté, c'est rassurant de voir que Patrick Lange, l'année dernière, à 38 ans, il a gagné encore à Kona. Et son premier titre, il l'a gagné, je sais pas, il devait avoir 30, 34, 35 ans. Donc, moi, j'ai encore du temps devant moi. Après, on n'est jamais patient, on veut tout et on veut tout de suite. Ouais, l'idéal, c'est de continuer, voire même prendre un peu plus de plaisir là, dans les prochaines années et de pouvoir continuer jusqu'à mes 42 ans. Ce serait top de pouvoir avoir des enfants et qui puissent nous suivre sur le circuit et de pouvoir voyager comme on le fait, parce que je sais que ce ne sera pas pour toujours et que c'est une vraie chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je pense que je serais content aussi de m'arrêter, mais ouais, j'aimerais pouvoir m'arrêter sans avoir de regrets. Et je pense que là, si je m'arrêtais à la fin de l'année, même si j'étais champion du monde, je pense que j'aurais des regrets, parce que c'est sûr qu'en regardant cette saison, je me dis pas que tout a été optimisé pour aller chercher la meilleure de mes performances. Ouais. Un grand merci franchement pour cette réponse sincère, pour ce podcast passionnant. C'est le 3e qu'on enregistre. À chaque fois, personnellement, j'apprends, et je pense que les auditeurs, les auditrices apprennent de plus en plus sur toi, sur cette vision, et j'ai quand même l'impression qu'on évolue avec toi et on se rend compte que ce point d'ancrage, l'Alpe d'Huez, fait partie de ta carrière, fait partie de tes saisons. Donc merci beaucoup Léon, et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci de m'avoir accueilli, et puis une chose est sûre, on se retrouvera à l'Alpe d'Huez, ça je pense qu'on peut le garantir. Ouais. Parfait, merci à toi et à très vite. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé, ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!